Ce qui est sûr, c'est que j'ai décidé, d'innover un peu aujourd'hui, parce que, dans un accès, de folie, je me suis dit que j'allais écrire une chronique, un peu comme Sophia Aram. Parce qu'il y a des faits, récents, qui m'ont inspiré et donc je vais vous lire cette chronique. Je pense que tous ceux qui ont participé un jour ou l'autre à des partis politiques, comprendront. Les autres, j'espère que ça va leur faire rire. C'est pas pour vous faire peur, mais voilà. Donc et donc je vais commencer heu, je vais me permettre de vous parler d'une expérience professionnelle assez particulière que j'ai vécue ces dernières années. Depuis 2018, j'ai participé à la création et au montage d'un parti politique. Comme toute aventure humaine, j'imaginais au départ qu'un parti, c'était avant tout un groupement de personnes qui partageaient des idées communes, des objectifs convergents et une certaine forme de cohérence intellectuelle. Mais franchement, j'étais très naïf. Très vite, j'ai découvert un monde que Shakespeare aurait adoré. Machination, trahison, tentative de putsch en coulisses. Et même, je pèse mes mots, parfois même des tentatives d'assassinat. Au sens propre, hein, pas au sens figuré. Mais au-delà des intrigues, il y a surtout une constante fascinante. Les profils humains qui peuplent les partis politiques. Car en politique, tout le monde peut adhérer, même et surtout ceux qui, en toute logique, auraient plutôt leur place sur le divan d'un psychiatre. Alors, au cours des années, j'ai pu dresser 3 types de militants. Donc, j'ai compris qu'il existe 3 grandes catégories de personnes qui rejoignent un parti politique. Les premiers, on va les appeler les adhérents club. Ce sont ceux qui voient le parti comme un Rotary ou un Lions Club. Ce qu'ils cherchent, ce n'est pas tant un projet politique qu'une appartenance sociale. Et dans ce groupe-là, il y a 2 sous-catégories qui émergent. Ceux qui veulent intégrer le club le plus grand possible, l'équivalent politique de rejoindre la jet set, et ceux qui, au contraire, veulent une organisation confidentielle, élitiste, voire ésotérique. Le dandy politique qui méprise la peuple et qui fuit dès qu'un parti commence à séduire les masses. Ces derniers, d'ailleurs, posent un problème majeur dès qu'un mouvement grandit. Ils feront tout pour préserver leur entre-soi et éviter que leur précieux club ne devienne mainstream. La deuxième catégorie, les idéologues. Ceux-là, ce sont les vrais, les purs, les militants convaincus. Ils ont une vision à long terme, une compréhension des enjeux, un véritable engagement. Le problème, c'est qu'ils sont minoritaires, très minoritaires. Et la plupart du temps, ils ont aussi une vie à côté, un travail, une famille, des responsabilités. Résultat, ils n'ont ni le temps, ni l'énergie de prendre la main sur l'appareil d'un parti. Ce qui laisse la place aux 2 autres groupes, notamment au troisième. Le troisième, que je nomme les fous. Et là, on entre dans le dur. Je ne parle pas ici de l'engagement passionné, ni des excès d'enthousiasme. Je le parle de la vraie folie, au sens psychiatrique du terme. Ceux qui s'engagent pas pour défendre un programme, mais par ceux qui se prennent pour des figures historiques, des Robespierre en herbe, des Napoléon en puissance. Combien de fois n'ai-je pas entendu: «Je sais que j'ai un destin national» et je peux vous le refaire parce que je peux imiter. «Cette nuit, j'en ai rêvé, je sais que j'ai un destin national». Et à chaque fois, je ne vous cache pas que je me retiens de rire. Ou encore: «Le peuple français attend ma parole». Ce sont des expériences vécues, hein. Ce sont des gens qui, après un simple passage télévision, se persuadent d'être investis d'une mission divine. Ils scrutent les commentaires, compulsent les partages et à la moindre flatterie, leur ego gonfle jusqu'à l'absurde. Certains deviennent même mégalomanes, d'autres franchement dangereux. On plaisante parfois en disant que dans certaines réunions, ça ressemble à une scène de Shining. Mais honnêtement, il m'est arrivé d'avoir des sueurs froides en me demandant ce que donnerait un huis clos avec l'un d'eux avec un objet contendant à portée de main. Ce qui est sûr, certains disent que c'est pas crédible. Mais non, je vous jure, c'est des expériences vécues. Et à un moment, il y a un truc qu'on va appeler le ragnarok politique. C'est la guerre des statuts. Il existe un événement redouté par tous ceux qui ont déjà occupé une responsabilité dans un parti politique.
Une échéance qui transforme les réunions en arène de gladiateurs et fait ressortir le pire chez les militants. Je parle bien sûr de la refonte des statuts. Prononcez ces mots devant un cadre politique et regardez sa réaction. Vous verrez son regard se perdre dans le vide. Des flashbacks de guerre intestine lui traversaient l'esprit, des sueurs froides perlaient sur son front. Parce qu'une refonte des statuts, c'est la fin du monde. Le Ragnarok du parti. Le 2012 Maya de la vie politique. Pourquoi? Parce que cet événement sacré attire trois types de guerriers. Les premiers, les petits fonctionnaires soviétiques. Ceux-là passent leur nuit à scruter chaque virgule des statuts, à repérer la moindre faille, à dénoncer des incohérences qui n'intéressent personne, sauf eux. Ils programment qu'ils œuvrent pour la clarté, la transparence, la démocratie. En réalité, ils sont là pour en découdre dans une bataille dont seuls eux comprennent l'enjeu. D'ailleurs, ils essayent de mobiliser tout le monde sur cette question-là, souvent avec très peu de succès, mais ça emmerde tout le monde. Le deuxième groupe de guerriers, c'est les putschistes en embuscade. Pour eux, la refonte des statuts est une opportunité, le moment rêvé pour prendre le pouvoir, par tous les moyens possibles, souvent les plus vicieux. Ils multiplient les manœuvres pour faire croire qu'ils incarnent l'esprit démocratique du parti, la pluralité des opinions, alors qu'en réalité, ils ne rêvent que d'une chose, des postes, des titres et des responsabilités. Le dernier groupe, ceux qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est les forçats du compromis. Ceux qui comprennent qu'il faut bien ajuster quelques points, mais qui vivent l'exercice comme une torture médiévale. Ils savent que la refonte des statuts est un passage obligé, mais chaque leur réunion leur donne envie de se pendre. J'en fais partie. À ce moment précis, tout parti subit ce que j'appelle la mordorisation des statuts. D'un seul coup, un texte anodin devient l'anneau unique et corrompt le monde. Et je vous jure, c'est du vécu. Les alliances explosent, les querelles intestines éclatent et au bout du chemin, un seul restera debout. Maintenant, ce que je me suis interrogé sur tout ça et je me suis rendu compte que le problème, c'était le pouvoir. Et est-ce que c'est pas là que justement la politique devient fascinante et effrayante? Parce que ce sont rarement les idéologues, donc le groupe 2, qui finissent par prendre le pouvoir. Ils sont trop occupés ailleurs. Non, ce sont les adhérents club, donc le groupe 1, qui verrouillent l'organisation. Et parfois, faute de mieux, les fous, groupe 3, accèdent aux responsabilités. On se demande parfois comment tel député, tel maire ou tel sénateur a pu en arriver là. Eh bien, voilà la réponse. Quand un parti manque de cadres compétents, ce sont les plus bruyants, les plus exaltés et souvent les plus instables qui prennent la place. Et je sais que quand je dis ça, vous avez plein d'exemples dans la tête. Et quand on leur donne un soupçon d'autorité, ils se transforment en petits despotes. Alors la question se pose, est-ce que c'est le pouvoir qui rend fou ou bien la folie qui attire le pouvoir? À force d'observer ce microcosme, j'ai fini par conclure que c'est un cercle vicieux. Le pouvoir agit comme un accélérateur de pathologie, il corrompt ceux qui n'étaient qu'à moitié dérangés et parachève la démence de ceux qui l'étaient déjà. En somme, créer un parti politique, c'est un peu comme ouvrir un asile. Sauf que les patients finissent toujours par essayer d'en prendre la direction. Et parfois, ils y parviennent. Ce qui expliquerait bien des choses sur l'état du pays. Mais qui suis-je pour juger? Après tout, j'ai moi-même été assez fou pour me lancer là-dedans. Donc voilà, j'ai fait ma première chronique, j'espère que ça vous a plu et si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Parce que justement, on avait, prévu, avec un ami d'écrire un livre sur justement, toute cette phase et je pense qu'il y a tellement d'anecdotes entre les dénis de démocratie, les conflits internes, qu'on peut en faire, beaucoup de tomes. Mais c'est vrai que voilà, j'ai voulu faire ce billet d'humour. J'espère que ça vous a plu et toute ressemblance avec des organisations existantes n'est pas du tout purement fortuite.